Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve en vidéo pour un point lecture qui sera vraiment centré sur le week-end à 1000. Donc le week-end à 1000 est un challenge qui a été créé par Lily Booking il y a de ça 3 ans et qui propose donc chaque trimestre de consacrer un week-end à la lecture, donc un week-end du vendredi à 19 h jusqu'au dimanche à minuit. Donc la dernière édition se tenait le week-end dernier, donc du 19 au 21 février 2016. Pour ceux qui veulent plus d'informations sur les prochaines dates, etc., n'hésitez pas à rejoindre le groupe Facebook qui s'appelle tout simplement Week-end à 1000 ou de manière plus générale à suivre Lily par son blog ou sa chaîne, puisqu'à chaque fois qu'il y a un nouveau challenge, elle le partage et informe dessus. Du coup, celui-ci c'était un peu le challenge anniversaire pour les 3 ans. Du coup, c'était la première fois que je pouvais vraiment participer pleinement, puisque sinon à chaque fois c'était à des moments où, avant des examens, où j'avais d'autres choses à faire, etc. Donc ça ne tombait pas spécialement bien. Pour cette fois-ci, c'était donc la première fois que je pouvais m'y consacrer. Pour autant, j'ai quand même préféré faire aussi d'autres choses durant mon week-end. Je ne me suis pas privée de faire d'autres choses que j'avais envie de faire. Mais c'est vrai que j'avais quand même un week-end assez libre, puisque c'était le week-end juste avant la reprise de mes cours et juste avant d'attaquer mon deuxième semestre. Du coup, je vais vous présenter les livres que j'ai lus à la manière d'un point lecture on ne peut plus classique. Du coup, comme d'habitude, je vous passe en revue les livres et puis après j'en parle avec vous. Du coup, tout d'abord, j'ai lu donc le tome 3 de la série Legend, donc Champion, oui, pardon, de Marie Lu. Ensuite, j'ai lu le tome 2 de la série de comics Saga, écrite par Brian K. Vaughan et dessinée par Fiona Staples. Après ça, donc j'ai lu Coraline de Neil Gaiman. Et enfin, j'ai terminé avec à peu près la moitié de Animal de Victor Dixon. Donc je vais attaquer tout de suite avec du coup Champion. Donc c'est le 3e tome, le 3e dernier et tant attendu tome de la série Legend de Marie Lu. Comme vous le savez peut-être, ça avait été pour moi une de mes lectures les plus marquantes de 2015, tout simplement parce que c'était pour moi le meilleur début de dystopie que j'avais pu lire, et avec ce 3e tome on confirme, enfin je confirme vraiment ça, je confirme vraiment ce sentiment. Il est sorti à la toute fin du mois de janvier en format poche, donc maintenant la série est entièrement sortie chez le livre de poche jeunesse, donc elle coûte entre 6 et 7 € le tome, donc voilà, c'est un prix très intéressant et donc du coup il faut vraiment que vous lisiez cette série. Au niveau de l'histoire, on retrouve donc Day et June qui vivent dans un état totalitaire comme d'habitude avec les dystopies. Sauf que donc Day est le criminel le plus recherché de cet état, alors que June est un petit peu le petit prodige de l'école qui est destinée à former des soldats pour la nation. Du coup, ils ne sont pas vraiment à la base destinés à s'entendre, sauf que finalement, après leur rencontre, ils vont un peu changer, enfin chacun va beaucoup changer sa manière de voir le monde de l'autre. Et finalement, voilà, il va naître une histoire d'amour, etc. Ils ne vont pas du tout rester les pires ennemis du monde, comme ça aurait dû être le cas. Surtout que Day est à la base soupçonné d'avoir tué le frère de June. Donc c'était une série que j'avais adoré suivre dans les 2 premiers tomes, qui était plein de suspense, de rebondissements, de changement de situation, de surprise. Enfin voilà, j'avais adoré ces 2 premiers tomes, très dynamiques. Dans le tome 3, à nouveau, il y a un très gros dynamisme. On retrouve toujours les personnages de Day, de June, ainsi que tous les autres qu'on avait suivis quand même depuis quelques tomes et que j'aime beaucoup. Après, c'est un tome qui est aussi beaucoup plus sombre que les 2 précédents, enfin sombre d'une autre manière par rapport aux précédents, on va dire. Car il y avait des grosses révélations à la fin du second tome qui m'avaient laissé dans un état complètement pitoyable. Et donc voilà, forcément c'était des choses où on savait que ça allait changer beaucoup pour les personnages. Et donc effectivement c'est ce qui se passe dans ce tome 3, où il y a vraiment beaucoup d'un côté très sombre, avec quand même pas mal de malheurs qui leur arrivent. Malgré ça, j'ai aussi constaté que c'était le tome dans lequel Day et June sont les plus unis, puisque dans le premier tome, c'est vrai qu'ils ne se connaissaient
pas encore tout à fait. Dans le second tome, ils se connaissaient déjà plus, mais ils étaient amenés à travailler un petit peu chacun de leur côté. Et dans ce tome 3, ils se retrouvent vraiment, ils passent beaucoup plus de temps ensemble et c'est un tome qui montre, enfin, qui développe très bien leur relation et voilà, et leur relation, leur unité, et qui leur sert quand même beaucoup pour affronter tous les malheurs qui leur arrivent. J'ai adoré m'immerger encore une fois dans cet univers que je trouve très très bien développé. J'adore les personnages, enfin voilà, je trouve que c'est quelque chose de très développé, très abouti, et j'ai adoré me plonger encore une fois dans cette histoire. J'étais très partagée entre deux émotions. D'un côté, j'avais très envie de me précipiter pour le lire parce que j'avais envie de savoir comment allait enfin se terminer cette série. J'avais très hâte de me replonger dans l'univers, retrouver les personnages. En plus de ça, donc il y avait le challenge du week-end à 1000, donc voilà, j'étais hyper à fond. Et d'un autre côté, j'avais quand même très envie de savourer ma lecture puisque je savais que c'était bien le dernier tome et qu'une fois ce tome terminé, j'ai terminé la série et que donc du coup je ne la découvrirai plus. C'est un sentiment assez spécial. Après voilà, bon, l'auteur a écrit d'autres choses que je lirai très, très certainement. Mais c'est vrai que du coup j'avais un petit pincement au cœur à la fin du livre à l'idée de les quitter. Et puis en plus de ça, mon pincement au cœur s'est transformé en grosse avalanche de larmes suite à la fin de cette série, qui est une fin qui est vraiment magnifique, mais qui en même temps est affreusement triste, hein, et que j'ai beaucoup beaucoup aimé. Pour moi, c'est vraiment, comme je vous disais, voilà, la série de dystopie la plus aboutie, pardon, la plus développée, la plus géniale, et celle qu'il faut absolument que vous lisiez. Donc voilà, du coup forcément j'ai mis un 5 sur 5 à ce tome-ci qui a à nouveau été un coup de cœur. Ensuite on va donc continuer avec le tome 2 de la série Saga, donc de Brian K. Vaughan et Fiona Staples. Donc j'avais lu le premier tome en janvier et comme je vous l'avais dit, ma médiathèque ayant la suite, je comptais la lire. Du coup c'est une série en 5 tomes dans laquelle on retrouve donc Alana et Marco, donc qui sont deux êtres de deux espèces différentes, donc ici c'est Marco. Et donc du coup leur union est complètement interdite, mais malgré ça ils vont tomber amoureux et avoir une petite fille qui s'appelle Hazel. On les suivait dans tout ça. En plus de ça, donc ça se passe dans un contexte science-fiction, dans l'espace, etc. Mais voilà, donc on découvrait tout ça dans le premier tome. Et finalement, le premier tome nous laissait avec beaucoup de questions sur... Enfin, on avait envie d'en savoir plus, de savoir qui étaient vraiment les personnages, etc. Et en plus, donc à la fin du premier tome, il y avait l'arrivée des parents de Marco dans l'histoire. Donc ce tome-ci, en fait, apprend beaucoup, donc, comme je disais, donc, sur la famille de Marco, sur la relation entre Alana et Marco et sur leur passé. Mais après, c'est pas un tome qui amène beaucoup d'évolution par rapport à la série. Il n'y a pas beaucoup de progression, il n'y a pas d'événements majeurs pour la suite, de l'histoire, d'après moi du moins. Mais voilà, pour autant c'est un tome que j'ai beaucoup apprécié. Les dessins sont toujours absolument magnifiques. Voilà, je trouve que la dessinatrice est vraiment très très douée. J'adore son travail. Donc dans ce tome-ci, il y a également beaucoup de flashbacks. Il y en avait déjà pas mal dans le premier, il y en a encore plus dans celui-ci. Et du coup, on apprend beaucoup de choses comme ça. Les histoires parallèles sont aussi très intéressantes. Mais voilà, après, c'est vrai, comme je disais, c'est pas un tome qui fait qu'on apprend beaucoup de choses, enfin, qui fait qu'on évolue beaucoup dans l'histoire. Pour autant, j'ai quand même toujours très envie de lire la suite de cette série. Et du coup, j'ai mis un 3 sur 5 à ce tome-ci. Du coup, après Saga, j'ai donc attaqué Coraline de Neil Gaiman. Donc je l'ai lu plus ou moins, on va dire, en lecture commune avec Phébusa, qui en fait avait annoncé qu'elle comptait le lire et qui disait que du coup, si quelqu'un souhaitait le lire en lecture commune avec elle, eh bien, elle en serait ravie. J'avais déjà vu pour ma part le dessin animé Coraline, donc d'Henry Selick, qui a notamment travaillé avec Tim Burton pour L'étrange Noël de Mr. Jack, ainsi que, je me demande s'il n'a pas travaillé également pour Les Noces funèbres, mais je suis pas tout à fait sûre. Mais enfin voilà, donc du coup je connaissais déjà le dessin animé que j'avais vraiment beaucoup aimé, et du coup c'est vrai que j'avais envie de lire le livre qui en est à l'origine. En plus de ça, donc c'est un livre très court qui fait 150 pages.
et je connaissais pas du tout cet auteur, donc bon voilà, je me suis lancée. Donc du coup au niveau de l'histoire on retrouve donc Coraline qui est une jeune fille, une petite fille en fait, qui vient d'aménager avec ses parents dans leur nouvel appartement qui est dans une espèce de grande maison avec une grande maison très mystérieuse, un petit peu creepy, avec des voisins très louches, etc. Et donc Coraline va arriver là-dedans avec ses parents. Au début elle s'ennuie un peu, c'est la fin des vacances d'été, elle a rien à faire, ses parents s'occupent plus ou moins d'elle. Ils la laissent un peu vaquer à ses occupations, mais bon là. Et donc du coup elle se met en quête d'aller explorer tout ce qu'il y a autour d'elle. Comme ça elle va en fait ouvrir une porte de son appartement qui ne conduit a priori à rien. Sauf qu'elle va basculer dans une espèce d'univers parallèle dans lequel il y a exactement un duplicata de son appartement, mais avec des autres parents, enfin ce qu'elle appelle ses autres parents, qui sont des répliques de ses parents avec des traits un petit peu forcés et qui ont des yeux cousus, enfin des boutons pardon, cousus à la place des yeux. Ses parents pour le coup sont très attentionnés avec elle, mais finalement c'est quelque chose d'assez louche et elle trouve ça un petit peu bizarre, et quand elle essaye de rentrer chez elle, elle se rend compte qu'ils ne sont a priori pas décidés à la laisser partir aussi facilement. C'est un conte, donc comme je disais, qui est vraiment très creepy, qui fait un petit peu peur, on va dire, c'est quand même un conte jeunesse, mais voilà, c'est quand même, pour autant il est quand même un petit peu sombre. Le dessin animé aussi est comme ça, il est pas forcément adapté à des enfants très jeunes. Après donc voilà, moi j'avais déjà vu l'adaptation, c'est une adaptation qui est très fidèle, que j'aime beaucoup, mais du coup c'est vrai que j'ai pas eu de surprise en lisant le livre au niveau de l'histoire, enfin voilà, je la connaissais déjà, elle est reprise vraiment telle quelle dans le dessin animé, ce qui est quelque chose de ma foi positif vu que le livre était très bien. Mais voilà, bon du coup j'ai pas eu de surprise. Après j'ai beaucoup aimé l'écriture de Neil Gaiman, j'ai beaucoup aimé sa façon de raconter qui était très adaptée avec le récit en lui-même. J'ai quand même passé donc un très bon moment, j'ai mis un 3,5 sur 5 à ce livre. Et donc ensuite pour terminer, j'ai donc débuté, enfin lu à peu près la moitié d'Animal, donc de Victor Dixon, pour le week-end à 1000. Donc du coup celui-ci c'est le premier tome, donc La malédiction de Boucle d'Or. Je l'ai fini depuis, du coup je vais vous en parler complètement aujourd'hui. Donc c'est un roman de young adult qui me faisait très envie. En fait c'est une réécriture de conte qui a donc été écrite par Victor Dixon, qui est connu donc parce qu'il a notamment écrit donc Phobos, dont les 2 premiers tomes sont déjà sortis dans la collection R. Et donc voilà, j'ai déjà lu les 2 tomes de Phobos, j'avais envie de découvrir autre chose et j'ai vu énormément de très bons avis sur Animal, du coup je l'ai acheté cet été quand il était sorti en poche et puis finalement je l'avais un petit peu laissé traîner. Donc en fait ce conte pose la question de savoir ce qu'est devenue la jeune fille après sa rencontre avec les 3 ours dans le conte, de savoir qui elle était vraiment et qu'étaient vraiment ces ours. Et donc pour répondre à cette question, à ce mystère, on va donc suivre une jeune fille qui s'appelle Blonde et qui a 17 ans. L'histoire se passe en 1832 et Blonde est en fait une couventine, donc elle habite depuis qu'elle est toute petite dans un couvent. Enfin voilà, elle est destinée à passer toute sa vie dans le couvent puisqu'elle a été déposée là quand elle était bébé avec une somme faite pour couvrir tous les frais jusqu'à sa mort. Et donc ce couvent se situe en Lorraine, en France, je sais pas s'il existe vraiment, je me suis pas penchée sur la question. Mais donc on suit Blonde dans ce contexte-ci, c'est une jeune fille qui est quand même assez mystérieuse et finalement sa vie va un petit peu basculer au moment où un vieil homme va venir lui apporter un dossier de police qui concerne la disparition d'une jeune femme, donc Gabrielle de Brance. Blonde ne sait absolument rien de cette jeune fille, elle ne sait pas du tout pourquoi, au départ du moins, pourquoi on lui donne ce dossier à elle. Finalement elle va complètement entrer dans cette histoire, elle va la dévorer, donc on la découvre en même temps qu'elle. Et ça va complètement faire changer sa vie puisqu'elle va se rendre compte que c'est un petit peu plus lié à elle qu'elle ne le pensait au départ.
Du coup, il va débuter une sorte de grande aventure qui est vraiment très passionnante, qui mêle à la fois de l'historique, une mythologie qui est extrêmement bien développée, du fantastique et également une très jolie romance. J'ai beaucoup aimé, comme je disais, donc la mythologie que je trouve très très développée, ainsi que la partie historique. Je pense qu'elle peut apprendre des choses à des personnes qui ne connaîtraient pas cette époque. Pour autant, c'est vraiment limité, c'est pas du tout de manière barbante, c'est très bien introduit. Enfin, tous les événements qui sont mentionnés sont vraiment en rapport avec des choses qui se passent dans le récit, etc. Donc c'était vraiment, vraiment très intéressant de ce côté-là. Je trouve que c'est un livre qui est vraiment très très abouti et qui est très riche. En plus de ça, sa richesse est également, également très très présente par sa narration. En fait, c'est un livre qui a une narration très particulière, qui change beaucoup de ce qu'on peut voir d'habitude en young adulte, puisqu'il y a beaucoup de points de vue différents, mais beaucoup de modes de narration différents en fait, avec une narration très spéciale. J'ai beaucoup aimé tout, j'ai trouvé que tout était très bien développé. J'ai pas trouvé spécialement de points négatifs. Après, la seule chose que je pourrais dire peut-être, c'est que du coup, tout ce mode de narration fait que c'est pas forcément le livre avec le plus d'émotion. Par rapport à Phobos qui est très waouh, 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 il se passe ça, il se passe ça, il se passe ça, il se passe ça, on court partout, etc. Pour le coup, c'est pas du tout ça ici, on est dans quelque chose de plus posé, mais que quelque part je trouve aussi plus abouti, qui moi m'a énormément plu, mais c'est vrai que du coup il y a peut-être un côté un petit peu moins vivant du récit, un petit peu moins survivant presque, je dirais, par rapport à Phobos. Donc pardon, ça a coupé. Je voulais aussi parler juste rapidement de l'écriture de Victor Dixon, que je trouve assez différente dans Animal par rapport à Phobos. Je trouve que c'est une écriture qui est un peu plus proche du conte et qui est également plus développée avec énormément de vocabulaire très riche, qui est au final assez adapté à l'époque à laquelle se passe le livre. Ça reste pour autant de la littérature young adulte, donc quand même assez accessible. Je voulais aussi dire que la fin d'Animal, ce tome-ci propose vraiment une fin en soi. On n'est pas dans quelque chose, à nouveau, on n'est pas dans quelque chose qui relève de l'urgence, où il faut absolument lire le tome suivant derrière, etc. On peut tout à fait s'arrêter à ce tome-ci. Pour ma part, je pense que je lirai le tome 2, mais j'attendrai la sortie en poche, même si je dois encore attendre un an. Voilà, ça me pose pas spécialement de soucis. Et donc du coup, j'ai mis un 4,5 sur 5 à ce livre que j'ai vraiment adoré. Sur ce, j'en ai fini. Je vous dis donc à très bientôt, et puis d'ici là, portez-vous bien et faites de belles lectures. Salut!